Bienvenue à tous dans ce quatrième épisode de 11 de départ by NX Trainers. Aujourd'hui, je vous réserve une surprise avec un homme de taille, un homme très connu dans le monde du football. Bienvenue Jocelyn Gourvenec. Bonjour Ilir. Bonjour. C'est un plaisir pour moi d'avoir ce monsieur vu la carrière et puis je pense que les nombreux coachs, joueurs et acteurs du foot qui nous écoutent vont pouvoir en tirer beaucoup de valeur. Coach, ma première question c'est qu'est-ce qui à un moment donné dans votre vie vous a donné envie d'être entraîneur? En fait, ça a toujours été en moi. Très petit, je voulais être joueur de football et j'étais très tôt, vraiment très tôt, dès l'école primaire, persuadé que ce serait mon métier. Et quand j'ai démarré ma carrière d'entraîneur, de joueur, pardon, mes parents, ils étaient enseignants en lycée. Et très vite, j'ai eu envie de faire un peu pareil, mais dans le foot. Et faire pareil dans le foot, c'est entraîner. Et donc, dès le début de ma carrière, j'ai démarré à 16 ans en pro. Dès le début, je savais que je serais entraîneur après. Ok, super. D'ailleurs, en parlant du début en pro, je vous ai préparé un petit portrait. Vous allez me corriger si je me trompe. Jocelyn François Gourvenec, né le 22 mars 1972 à Brest, Finistère. Nationalité française, milieu de terrain offensif, très technique, vision du jeu, bon pied droit. Aujourd'hui entraîneur du Servette FC depuis l'été 2025. Un profil de coach assez réfléchi, posé avec une culture tactique forte, nourri par la formation à Lorient, Rennes et Nantes et marqué par les influences de coachs comme Christian Gourcuff, Jean-Claude Suodo, Reynald Denouet. Et puis, vous commencez le foot très tôt à Lorient, à 5 ans, et restez jusqu'à vos débuts en pro. Vous découvrez la division 2 à 16 ans avec Lorient, à la fin des années 80. Et déjà à l'époque, on parle de vous comme un milieu de terrain très doué techniquement, mais aussi sérieux dans les études. Vous suivez une formation STAPS à Rennes, ce qui tranche un peu avec le cliché du footballeur professionnel qui fait que du foot. C'est correct jusque-là? Oui, c'est correct. J'avais aussi un bon pied gauche. Magnifique, c'est super. Donc, vous faites plus de 450 matchs en tant que coach. En 2008, vous devenez entraîneur, vous passez par La Roche, puis en 2010, vous arrivez à Guingamp en national. En 3 ans, vous montez jusqu'en Ligue 1 et vous remportez la Coupe de France en 2014. Il se passe quoi un peu dans ces années-là pour que l'aventure prenne une telle dimension? En fait, quand j'ai arrêté ma carrière de joueur à 34 ans, en 2006, juste le soir de la finale de Coupe du Monde Italie-France, donc j'arrêtais en même temps que Zizou, quelque part. J'avais joué avec Zizou en équipe de France Espoir. Et puis finalement, le hasard fait que je m'arrête à ce moment-là aussi. Et donc, je savais ce que je voulais faire après. Je voulais me former pour être entraîneur. Je savais que je voulais entraîner plutôt des adultes que des jeunes. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu la compète. Le travail avec les jeunes est très intéressant et je le vois en tant qu'entraîneur pro. Quand on a des jeunes, j'adore. Mais j'ai toujours eu besoin de la compète. Chez les jeunes, c'est le temps moyen, le temps long pour emmener. Et la compétition, elle n'est pas secondaire, mais voilà, ce qui importe, d'accompagner les jeunes et non pas de les former parce qu'on forme personne, mais on accompagne des jeunes, on guide des jeunes, on conseille des jeunes et on crée les conditions pour qu'ils s'épanouissent et qu'ils deviennent de bons joueurs. Et donc j'ai ça en tête. C'est pour ça que je voulais démarrer chez les amateurs. Je voulais apprendre mon métier, tester aussi les choses que j'avais en tête. Et je l'ai fait pendant 2 ans à La Roche-sur-Yon. Ça a été super. J'ai touché un peu à tout en tant qu'entraîneur général du club. Et donc, en touchant à tout, gestion des éducateurs, projets sportifs, gestion d'un groupe, accompagnement des jeunes, aller voir aussi les sponsors, relation avec des dirigeants, avec un président. Ça a été très formateur pour moi. Et en 2010, quand Guingamp est venu me chercher dans un moment critique pour le club, puisque c'était une descente en nationale, moi j'arrive là-dessus, il fallait tout de suite remonter. Ça a lancé et j'ai fait une année de nationale, ensuite 2 années de Ligue 2, ensuite la Ligue 1, ensuite la Coupe d'Europe. Et donc vraiment fait un début de parcours d'entraîneur comme je le souhaitais, c'est-à-dire par étapes, en démarrant de plus bas, en faisant mes preuves et en gagnant en maturité, en expérience. Quand vous passez de l'amateur à national, un peu de pression ou vous arrivez comment à Guingamp? J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'il y a un effectif qui est traumatisé de la descente. Le président a donné un bon de sortie à 2 joueurs simplement. Et donc, je récupère un groupe qui est très marqué et qu'il faut relancer, qu'il faut remobiliser, repartir sur un nouveau projet. La saison d'avant, ils jouaient la montée après la victoire en Coupe de France 2009, où moi je n'étais pas là, mais
Ils battent Rennes en 2009, ils gagnent la Coupe de France. Derrière, ils jouent la montée. Au lieu de monter, ils descendent. Donc, c'est des choses qui arrivent dans la vie d'un club. Et donc, moi, j'arrive là-dessus. C'était un traumatisme. Et il a fallu. J'avais pas de marge de manœuvre, mais en même temps, j'avais les idées très claires. Et je savais ce que je voulais faire, comment je voulais que l'équipe joue, comment je voulais manager le groupe. Euh, Comment? j'ai été aidé aussi en ça par deux joueurs qui ont été très importants au départ, entre Lionel Matisse et Christian Bassila, qui sont des joueurs qui avaient joué en Ligue 1, qui avaient un long passé et qui avaient accepté de rester au club en national pour aider le club. Et donc j'ai pu m'appuyer sur ces deux joueurs très expérimentés pour faire passer mes messages, avoir deux joueurs très intelligents aussi, qui avaient une grande compréhension de ce qu'est le haut niveau, de ce que ça réclame, de l'exigence, des aspects tactiques aussi. Et j'ai vraiment pu m'appuyer, entre autres, sur eux deux, mais ils ont été très importants pour moi, le jeune entraîneur, emmener tout le monde. Ok, ok, super. En 2021, vous arrivez au LOSC. Premier match officiel, vous battez le PSG et vous remportez le trophée des champions. Est-ce que quand vous arrivez dans un club, que vous gagnez un gros trophée comme ça, est-ce que ça change un peu votre relation avec les joueurs, avec le club, les dirigeants? Il se passe quoi un peu à ce moment-là? Bah, c'était un grand moment parce que le LOSC venait d'être champion quelques semaines auparavant. Christophe Galtier fait le choix de quitter, de partir à Nice. Le président Létang choisit. Comment il vous choisit? On a fait un entretien, il a dû voir plusieurs entraîneurs. Ok, Moi, je l'ai rencontré à Paris. ok, Ça a bien matché. J'y suis allé en disant je veux être moi-même, je dirai ce que je pense, je parlerai de mes convictions. Ça colle, ça colle, ça colle pas, ça colle pas. Et ok. je pense qu'il a été séduit peut-être aussi par le naturel, parce que j'ai pas trop calculé. Je voulais pas le poste à tout prix. Je voulais vraiment prendre du plaisir. On était dans l'après-Covid. Je venais de faire un break de 2 ans pour faire une formation à Limoges et puis couper un peu avec le rythme d'entraîneur qui était infernal. Et donc, j'ai vraiment réfléchi beaucoup pendant 2 ans. J'ai observé beaucoup d'équipes, dont celle de Lille. Et donc, ça, je pense que ça avait compté aussi. Je connaissais très, très bien l'équipe. Et donc, on est parti là-dessus. Effectivement, démarrer la saison par une victoire en Trophée des Champions, qui est le seul Trophée des Champions que Lille a gagné jusqu'à présent. Le seul aussi que le PSG n'a pas gagné sur les, je crois, 12 ou 13 Mhm. dernières années, ce qui est assez impressionnant. Et c'est nous qui l'avons gagné. Et donc, c'est vrai que quelque part, voilà, on a réussi ce coup-là. C'était un match spécial parce que les joueurs, et c'est très frais, c'était il y a un peu plus de 4 ans, mais je m'en souviendrai toujours parce que le discours de José Fonte entre l'échauffement, le retour au vestiaire et de retourner, c'est on est les champions de France. C'est pas Paris le champion, c'est Lille le champion. On est les champions et on va gagner le trophée des champions. C'est le trophée des champions, on est le champion, donc ça va être nous les vainqueurs du trophée des champions. Il a vraiment marqué tout le monde. Ça correspondait aussi à ce que j'avais dit pendant 5-6 minutes sur le brief avant de partir au stade. Et ça a super bien marché. On a but de Cheka, on gagne 1-0. On avait beaucoup lutté parce que Paris était très, très fort. Et on a réussi ce coup-là qui a été magique. Et justement, brief avant le match, quand vous affrontez Paris comme ça en finale de Trophée des Champions, vous dites quoi exactement un petit peu dans une causerie d'un grand match comme ça? J'ai plus les détails en tête, mais je me souviens euh, avoir bien exprimé le fait que Lille avait été champion en ayant une assise très forte, un collectif très fort. Et j'ai à nouveau insisté là-dessus. Il y a eu la coupure, il y a eu les vacances. On redémarre par ce big match. Mais le collectif du LOSC est un collectif très fort. Et quand le collectif est très fort, il ne peut rien arriver. Et on est parti là-dessus. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On a parfois souffert dans le match. Mais gagner un titre, c'est. Il y a quelque chose de magique dans gagner un titre. Alors, un titre de champion, c'est l'aboutissement de toute une saison. Une coupe, c'est fantastique parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Là, c'est aussi une coupe, c'est le trophée des champions. Il y a beaucoup d'émotions. J'ai vraiment les choses en tête. J'ai l'impression que c'était hier. Gagner un titre, c'est très spécial. Le vivre, c'est. Il y a plein de bons entraîneurs qui ne gagnent jamais de titre, qui n'ont pas gagné ou qui ne gagnent pas de titre dans leur carrière. Et pourtant, ce sont des bons entraîneurs. Mais je pense que quand on gagne des titres, c'est qu'on est quelque part compétent. Et voilà, et c'était pour moi important de marquer mon territoire aussi en arrivant à Lille. Ok. Et justement, avec ce bon collectif du LOSC, eh bien, vous allez jusqu'en huitième de finale, finissez premier du groupe.
C'est quoi un petit peu la méthode Gourvenec pour arriver à faire ça? Je l'avais fait en Europa League avec Guingamp, et je me souvenais de ça. Il y avait 2 éléments qui étaient importants dans notre parcours en Champions League. Déjà le premier, c'est que 2 ans auparavant, ils font un parcours de groupe, donc 6 matchs, ils font 1 nul, 5 défaites. Et donc j'ai joué là-dessus, sur la corde sensible des joueurs. Il est hors de question qu'on refasse 1 point en 6 matchs, hors de question, ça peut pas arriver. Donc j'ai vraiment insisté très tôt là-dessus. Puis le deuxième élément, c'était que, heu et je l'avais fait avec Guingamp en Europa League. Donc c'était un cran en dessous. C'était pas le même effectif, mais j'étais rentré dans la tête des joueurs pour, rabâcher, sans arrêt rabâcher, répéter, redire avant chaque match de Champions League, après chaque match de Champions League. Le dernier match, ce sera à Wolfsburg. On va se qualifier à Wolfsburg. Donc on fait un nul le premier match contre Wolfsburg. On perd le deuxième match à Salzbourg. Mais à la fin de chaque match, voilà, on est dans notre Champions League. On va se qualifier à Wolfsburg. On va se qualifier à Wolfsburg. On va se qualifier à Wolfsburg. Je pense que je suis rentré dans la tête des joueurs. Et puis ça a commencé à germer. On a fait un match nul encore pour le troisième match, Séville chez nous. Donc on a 2 points après 3 journées. On est très critiqué. Le LOSC est pratiquement mort. Je me rappelle d'une intervention d'une journaliste au stade. Juste après le match, le LOSC a 2 points en 3 matchs, c'est la crise, etc. etc. Et, et j'ai jamais dévié de ça. Et le quatrième match, on est allé à Séville. On a gagné à Séville. On était emmené 1-0. Et, et je pense que là, c'est le déclic. Parce que derrière, on bat Salzbourg chez nous. Et effectivement, on va jouer la qualif à Wolfsburg. Et on va même plus loin, c'est qu'on joue la première place à Wolfsburg. Et en gagnant, on est premier de notre groupe. Ce qui n'était jamais arrivé pour le LOSC. Euh, et voilà, et tout ce qui avait été préparé depuis début septembre, c'est voilà, on y est arrivé, mais parce que je pense que sur l'aspect mental, il y a eu un déclic à un moment donné. OK, et ces matchs en Ligue des Champions, est-ce que, prime abord, au tout début, ça vous fait peur un petit peu? Vous avez un peu la pression du niveau international? Comment vous abordez un petit peu ces matchs au tout début? Pour moi, c'est la suite logique. J'ai joué la Champions League comme joueur. J'ai fait une demi-finale de Champions League avec Nantes contre la Juve en 96. La Juve la gagnera. On perd 2-0 à Turin et on gagne 3-2 chez nous. Donc on avait gagné un match sur 2 en Champions League. J'ai participé à ça. J'ai eu cette chance-là. J'avais ce vécu-là. Et puis j'avais fait une finale d'Europa League aussi avec Marseille. Et donc j'avais ce vécu de joueur. J'avais ce vécu d'entraîneur en Europa League avec Guingamp, avec un magnifique parcours pour un club modeste. Et donc je suis très en confiance au moment d'aborder ça. J'ai pas de... Bien sûr que c'est le plus haut niveau pour un joueur en club, pour un club aussi, Mmh. tout un club. Mais je suis en confiance parce que j'ai des repères. On avait des joueurs qui avaient déjà joué la Champions League sans gagner, puisqu'il y avait eu qu'un point en 6 matchs 2 ans avant. Renato Sanchez l'avait joué. On avait José Fonte qui était champion d'Europe avec le Portugal. Donc les joueurs savaient ce que c'était de gagner. Ils avaient été champions de France quelques semaines auparavant. Donc on a quand même un terreau à ce moment-là, sur de la perf, sur un peu d'expérience quand même. On part pas de rien et moi je suis très en confiance par rapport à ça. OK, et qu'est-ce qui est un petit peu différent entre, bah, la Ligue 1 que vous avez connue et puis la Champions League? Est-ce que vous sentez vraiment un gros changement, sur la scène un petit peu européenne? Oui, les matchs sont beaucoup plus tendus, beaucoup plus... Il y a vraiment beaucoup de qualité dans toutes les équipes, même les équipes moins connues, moins réputées, moins célèbres. Il y a des très bons joueurs dans toutes les équipes. Et le moindre relâchement en Champions League, il se paye au prix fort. Tu peux, contre beaucoup d'équipes, prendre cher en Champions League. Il faut l'avoir en tête. Et donc, tu as une mise en alerte. Tu es, je pense, un peu plus concentré, un peu plus en alerte. Mais ça peut pas nous crisper ça justement un petit peu? En tant que coach, en tant que joueur? Moi, ces matchs-là me crispent pas. Après, c'est toujours des défis, des challenges. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter aux joueurs. C'est des super challenges à relever à chaque fois. On peut pas.
y a des clubs qui sont habitués à jouer à la Champions League très régulièrement. On ne peut pas banaliser ça. C'est fantastique de la jouer. Je me rappelle en- quand on perd avec Nantes en demi-finale de Champions League, ça s'arrête. Et là, je me suis dit, bon, c'est un sacré niveau, c'est super. Bon, on perd, c'est la Juve, ok, mais c'est pas grave, je vais la rejouer. Et je la rejouerai pas. Parce qu'avec Marseille, on s'est qualifié pour la Champions League, mais l'année d'après, je suis parti. Donc, j'ai pas rejoué la Champions League. J'ai plus rejoué la Champions League. Et à ce moment-là, c'est aussi de rentrer dans la tête des joueurs, de leur dire, mais profitez de ces big matchs, c'est fantastique. Vous en avez joué, mais vous savez pas si vous en rejouerez. Et, et finalement, il y a quelques joueurs qui ne l'ont pas rejoué encore. Peut-être que ça arrivera à nouveau, je leur souhaite. Mais c'est de profiter aussi de ces moments-là et de ne pas banaliser l'événement. Ok. Et là, vous arrivez à Servette récemment. Hmm. On m'a dit beaucoup de bien de vous au club. Merci. On m'a expliqué un jour, je croisais un membre du club dans un magasin, et puis il m'explique qu'au bout de quelques jours, vous êtes arrivé, vous lui avez serré la main, l'appeler par son prénom. Vous connaissiez le rôle de la personne là où d'autres coachs avaient mis plusieurs mois ou l'avaient jamais fait. Est-ce que ça, cet aspect un petit peu humain, il est vraiment important pour vous? Ouais, pour moi, c'est fondamental. J'ai parfois souffert en tant que joueur de coach qui considéraient les joueurs comme des pions, comme des numéros. J'en ai vraiment souffert parce que j'aime la relation, j'aime le respect, j'aime les échanges. Euh, et donc, pour moi, c'est naturel d'avoir une relation normale. Pour moi, il n'y a rien de dire bonjour à quelqu'un, l'appeler par son prénom. Euh, pour moi, c'est normal. J'arrive très très vite à retenir tous les prénoms dès que j'arrive dans un club, des joueurs, des jeunes joueurs qui arrivent chez nous aussi. Euh, mais parce que je m'intéresse aux gens, je pense. Et donc, après, je veux aussi montrer qu'on peut être entraîneur et être un personnage important dans un club, parce que l'entraîneur, c'est lui qui emmène le groupe, c'est lui qui incarne le projet sportif. Il y a les dirigeants, le président, qui sont des gens très importants pour le club, mais pour le projet sportif, c'est quand même l'entraîneur. Et donc, de montrer qu'on peut être entraîneur et avoir une relation normale, simple, voilà, être courtois, être poli, être ferme quand il le faut. C'est tout ça, la relation humaine. Et j'aime les échanges. Et moi, je trouve ça normal voilà, qu'on se respecte, qu'on est. Voilà, pour moi, j'ai autant de respect pour le président que pour la personne qui fait le ménage à la praille. Pour moi, on est tous pareils. Ah, super, super. Et quand vous arrivez un petit peu dans ce nouveau club ou dans un nouveau club en général, vous observez quoi un petit peu en premier? Que ce soit chez les joueurs, chez le staff déjà présent? Bah déjà, je suis arrivé tout seul dans le staff. C'était à moi de m'adapter. Et puis ça allait très vite puisque 3 jours après mon arrivée, on jouait à Utrecht en Coupe d'Europe, match retour. J'ai trouvé un groupe un peu marqué quand même, psychologiquement. Début de championnat raté, une préparation coup-ci, coup-ça, et puis une élimination de Champions League, donc rebasculer en Europa League. Voilà, donc un groupe quand même assez marqué. Il a fallu redonner de la confiance, redonner des repères assez rapidement. Et comment justement on donne la confiance à un groupe qui est marqué comme ça? Je leur ai expliqué que moi je m'occuperais de tout le monde et pas seulement de ceux qui jouent. Ceux qui jouent moins ou qui jouent pas auraient aussi mon attention. Et puis sur le plan football, j'ai remis un cadre assez simple avec des repères simples pour qu'on puisse très très vite avoir une structure d'équipe qui nous permette de voyager, un 4-4-2 défensif, plutôt un 3-4-3 avec le ballon. On a travaillé les deux systèmes, avec ballon, sans ballon, pour vraiment donner des repères. Et puis on a construit à partir de ça. Et après, on l'a enrichi dans le temps. On est confronté, on est assez irrégulier. On est capable de super matchs, de matchs manqués ou de mi-temps ratés, d'être très bon à match, d'être curieusement un peu absent le match d'après. Euh, voilà, on souffle le chaud et le froid. Alors, on n'a pas encore réussi, ou j'ai pas encore réussi à complètement synchroniser le groupe. On a toujours des petits bobos, des joueurs qui rentrent, plus blessés, d'autres qui ressortent à nouveau parce qu'ils sont blessés. On a du mal à avoir un effectif au complet régulièrement.
Et puis après, dans la compète, c'est de trouver de la régularité. Et ça passe par le travail, la répétition, de l'engagement. Voilà, d'être meilleur défensivement parce que les erreurs qu'on commet elles coûtent trop à l'équipe. On est plutôt bon avec le ballon, on se crée beaucoup de situations, on marque beaucoup de buts quand même. Donc ça, c'est important. Mmh. Mais il faut juste qu'on corrige un peu notre aspect défensif pour être plus performant. Et comment on fait justement pour ces joueurs qui jouent un peu moins? En général, comment vous, en tant que coach pro qui avez un gros passé dans le monde pro, comment vous gérez ça? Un joueur qui joue pas assez, donc on risque peut-être de le perdre? Bah, déjà, faut comprendre que quand on coach un effectif, c'est allez, 20, 24, 25, 26 joueurs de champ. Si on intègre les jeunes, plus les 3 gardiens, on est entre 25 et 30 dans le vestiaire. Les règles n'ont pas changé. On peut en mettre que 11 sur le terrain en début d'un match. Donc, il y a plus de, si tout le monde est sur le pont, il y a plus de joueurs déçus que de joueurs contents. Et puis, dans ceux qui ne sont pas contents, il y en a qui sont sur le banc, il y en a qui ne sont pas sur le banc, donc dans la tribune. Il y a aussi des joueurs qui sont ou blessés. Et donc, la vie d'un groupe, c'est toute une saison et on a besoin de tout le monde. Pour préparer les matchs, on a besoin d'avoir des joueurs engagés, mais pas seulement ceux qui vont démarrer le match, aussi ceux qui seront peut-être sur le banc et ceux qui ne le seront pas, qui doivent nous maintenir un degré d'intensité et d'engagement dans l'entraînement. Quand on fait jouer plutôt l'équipe titulaire contre ceux qui démarreront pas, j'aime pas trop dire les remplaçants, mais en tout cas ceux qui démarreront pas, bah, il faut que tout le monde soit mobilisé. On prépare un match et tout le monde a intérêt à ce qu'on gagne le plus de matchs possible. Gérer des joueurs qui jouent beaucoup, c'est pas très difficile. Mmh. Ça, on les accompagne, ils se posent pas de questions, ils sont plutôt bien dans la tête. Ceux qui se posent plus de questions, c'est ceux qui jouent peu ou pas. Et là, il faut aussi leur montrer de l'attention, prendre de leurs nouvelles, les conseiller aussi, être attentif à eux dans les entraînements, mettre en valeur quand ils font des choses bien, euh, dire aussi quand on n'apprécie pas une attitude, ça fait aussi partie du job, de recadrer certains, parce que ça arrive. Voilà, mais c'est au moins quand on s'occupe de quelqu'un et qu'on a des remarques entre guillemets un peu négatives à faire, ça veut dire qu'on s'en occupe et qu'on s'intéresse à lui aussi. Et donc les joueurs doivent comprendre ça. Le travail d'un entraîneur et de son staff, c'est de créer les conditions, évidemment pour que l'équipe soit forte et le plus forte possible et gagner le plus de matchs possible, mais c'est aussi de permettre aux joueurs de progresser. C'est un vrai marqueur dans le travail d'un entraîneur. Quand on voit que les joueurs progressent, quand on voit que les jeunes qui arrivent progressent et se mettent au niveau, comme c'est le cas actuellement, bah, on peut dire que ça travaille. J'avais préparé un petit peu cette question pour après, mais je vais quand même la poser maintenant. Comment on fait pour faire confiance à un jeune quand on est coach pro? Parce que c'est pas du tout le cas de tous les coachs. Ça demande beaucoup de courage. Vous, vous dites quoi un petit peu quand vous allez donner la chance à un joueur, qui est titulaire là, comme ce week-end justement, un jeune qui commence titulaire, Mm, qui avait jamais joué à ce niveau-là? mm. C'est quoi un petit peu votre réflexion sur ça? Pour moi, au départ, quand on est entraîneur, il faut toujours se rappeler qu'on a été ancien joueur, qu'on a démarré. Il faut toujours se rappeler que à un moment donné, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, peu importe l'âge, vous souvenez qu'il y a toujours eu une personne qui a cru un peu plus que d'autres en vous et qui vous a permis à un moment donné de démarrer chez les pros. Ça nous arrive à tous. Et ça, faut s'en souvenir. Euh, Moi, j'ai toujours le lien avec l'entraîneur qui m'a lancé en pro à Lorient à 16 ans. Il fallait me lancer à 16 ans en pro en Ligue 2. Il a eu ce courage-là et j'ai toujours eu ça en tête. Et pour moi, il n'y a pas d'âge. Depuis que j'entraîne, j'ai fait démarrer des joueurs de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans. Et il y en a certains qui arrivent à maturité à 19 ans, d'autres qui sont plus matures et qui, dès 16 ans, peuvent jouer. Ici, Alonso Vincent a joué à 16 ans. Lenny Yoro a joué à 16 ans à Lille. Carlos Baleba à 17 ans. Ludovic Blas à Guingamp à 17 ans. Aurélien Tchouameni à 17 ans et un peu plus. C'est vous qui le lancez, Tchouaméni? Alors, pas en match, mais parce que on m'a arrêté juste avant, mais j'allais le faire jouer 2 jours plus tard. Et bon, c'est mon successeur qui l'a fait jouer. Mais voilà, Jules Koundé, Angel Gomez, tous ces joueurs-là, il n'y a pas d'âge. Et donc, pour revenir à la question de départ, comment on fait? Ben, on prend les jeunes à l'entraînement et on voit ceux qui s'adaptent le mieux. Et si Malek Ichouayed, il a démarré la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, et puis pour sa première titularisation contre IB,
qui est quand même une grosse équipe en Suisse. Euh, mais il démarre le match, mais j'ai zéro stress avec lui. Parce que tout ce qu'il montre à l'entraînement, il, a, il, a, il intègre tout, il s'informe, il sait avant de recevoir, il est tout le temps en mouvement, il se déplace bien, il comprend tout tactiquement. Voilà. Donc il est prêt très vite. Et puis il y a des joueurs qui ont besoin d'un peu plus de temps et on est un peu plus patient avec eux. C'est comme ça que ça se passe. Et vous savez, quand un jeune arrive dans le groupe pro, au bout de 3-4 séances, on arrive quand même à avoir une photo assez fidèle de ce qu'est le joueur. On voit certains qui vont coincer. Voilà, alors Pourquoi? après, c'est un peu l'expérience. Pourquoi ils vont coincer? Soit parce qu'il y a trop de stress, soit parce que ça va un peu trop vite, soit parce que euh, dans la prise d'infos, c'est un petit peu difficile. Euh, Certains, ça peut être un peu athlétique, parce que il y a un gap entre l'équipe réserve et les pros. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il faut, sur des joueurs qui montrent des choses, mais qui sont encore un peu tendres, il faut se donner du temps. Voilà, il y a des joueurs qui vont mettre un peu plus de temps à. Vous savez, Jules Koundé à Bordeaux, il a fait 14 mois d'entraînement avec les pros avant de démarrer chez les pros. Euh, voilà, donc, mais parce que c'était comme ça, qu'il y avait de la concurrence, que les défenseurs à son poste étaient performants. Et puis à un moment donné, il y a eu une fenêtre. Et puis Jules, bah, il a saisi sa chance, il n'est plus jamais sorti de l'équipe. Et puis il fait une carrière fantastique. Voilà, et donc peut-être qu'il aurait pu démarrer plus tôt d'ailleurs. Mais voilà, il y a des rythmes différents avec les jeunes. Je sais qu'à la Real Sociedad, par exemple, il laisse beaucoup de temps aux jeunes. Et c'est pour ça qu'on voit des jeunes, ils ont beaucoup d'équipes derrière les pros. Et ils laissent le temps aux ceux de 20, 21, 22 ans pour intégrer les pros un peu plus tard. Ils sont plus patients. Voilà, il faut qu'on soit patient avec les jeunes. Quand on revient à Tchouaméni, vu que vous l'avez vu justement un petit peu dans ses débuts, qu'est-ce que ce type de joueur a en plus? Parce qu'aujourd'hui, vu la carrière, on voit où il est allé. Est-ce qu'il y avait, je sais pas, une qualité, une ou plusieurs qualités que que lui avait et que vous voyez peut-être pas souvent, C'était quoi un petit peu la différence? Bah, ce qu'on remarque quand même chez ces joueurs assez précoces, qui démarrent très vite et qui sont vite au niveau, c'est quand même leur maturité, la compréhension du jeu, la compréhension tactique, capacité à apporter des réponses rapides en situation de jeu, sous pression. Ça va beaucoup plus vite. Et pour les joueurs qui se mettent très vite dans le bain, bah, ça veut dire simplement qu'ils anticipent, qu'il y a de la compréhension, qu'ils s'informent, donc ils savent avant. Euh, et donc, ils arrivent à être performants assez vite. Après, c'est l'expérience qui fait que le joueur progresse. Aurélien, il était plus fort à Monaco qu'à Bordeaux et il est plus fort au Real qu'à Monaco. Mais parce que il a pris de l'expérience, les matchs ont continué à le former, à le post-former. Et puis l'expérience et l'intelligence, plus l'investissement personnel, les qualités athlétiques, les qualités techniques, c'est un peu tout ça. Il a un gros bagage. Et ces joueurs-là, j'aurais pas pu vous dire, quand on l'a fait signer pro à 17 ans et demi, que dans 4 ans, il sera titulaire en équipe de France et il jouera au Real Madrid. On peut pas prédire des choses comme ça. Simplement, tu sais qu'il va faire une belle carrière, sauf Pépin. Mais tu sais qu'il va y aller. Après, par quel chemin, tu sais pas. Mais voilà, c'est que ça sonne comme une évidence. En tant que coach, quand il y a un jeune de l'équipe réserve qui monte, par exemple, s'entraîner avec l'équipe 1, est-ce que il doit tout montrer dès ce premier entraînement parce que sinon il va peut-être pas être appelé? Ou bien vous vous dites: «Bah, je vais peut-être lui laisser un petit peu plus de temps, je vais pas mettre une croix directement sur lui»? C'est quoi un petit peu votre avis sur ça? Je fais toujours en sorte quand les jeunes arrivent avec nous, euh, de les mettre très à l'aise. Voilà, j'ai dit, tu joues ton jeu, sois toi-même, il n'y a pas de pression. Quand il démarre un match, pareil, c'est ce que j'ai dit à Mardo quand il a démarré, qu'il est rentré. J'ai dit, joue ton jeu, fais ce que tu as à faire. Ça marche, tu vas rater des choses, je m'en fiche, mais tente-moi des choses. Je préfère que tu tentes et que tu rates que tu tentes pas. Tente, joue ton jeu, sois toi-même. Voilà. Parce que je considère que même si ça se passe pas très bien et que la rentrée est pas très bonne, c'est pas grave. Il y aura un autre moment plus tard. Voilà, il y a pas de pression. Je suis vraiment attentif à ça parce que
J'ai vu des jeunes assez tendus, un peu inhibés, pas, pas réussi, qui n'arrivent pas à se libérer. Et donc ça, à un moment donné, c'est limitant aussi. C'est-à-dire que bah, plus le niveau monte, plus si tu es crispé et que tu es un peu voilà, sur le reculoir, c'est aussi un élément de la performance. Et donc, moi, je considère que voilà, il faut. Mais ce qu'on a fait avec moi quand j'ai démarré, c'est voilà, sois toi-même, joue ton football. Voilà, je te demande pas de faire des choses extraordinaires, je te demande juste d'être toi-même. Et je pense que ça aide un jeune joueur à jouer plus libéré. Et qu'est-ce qui vous plaît justement quand il y a un jeune joueur qui vient avec l'équipe 1? Est-ce qu'il y a un aspect qui vous fait un petit peu, enfin qui fait aimer beaucoup le joueur? C'est quoi un petit peu? Un jeune joueur, il doit être à l'écoute. Quand tu donnes deux, trois consignes et que tu vois qu'il les applique immédiatement, bon, c'est déjà un signe. Voilà, ça veut dire qu'il est câblé, qu'il est connecté, qu'il comprend les choses, qu'il n'est pas inhibé. Euh, et sur les jeunes qui s'y mettent assez rapidement, c'est le cas de Malek par exemple, pour lequel ça va. On peut penser de l'extérieur que ça va très vite, mais pour moi, ça va pas très vite, c'est juste normal. La connexion avec les joueurs plus anciens, plus expérimentés, elle se fait vite. Parce que les plus anciens, ils savent. Et un jeune qui répond très vite, tout de suite, ils comprennent que voilà, il va être avec eux. Euh, mais moi, je me souviens très bien j'ai démarré en France. Je jouais en équipe de France Espoir et je me souviens bien de ma génération. Quand Lilian Thuram à Monaco a fait son premier match en pro à Louis II, c'était Arsène Wenger l'entraîneur. Il a fait une grosse erreur. Il s'est fait piquer le ballon en tant que dernier défenseur et sur une relance ratée. Et il y a eu but derrière. Et je me souviens de ce moment-là parce que voilà, c'était une grosse erreur de Lilian. Et Arsène Wenger avait dit, mais les jeunes joueurs, heureusement qu'ils font des erreurs, c'est normal, et il va rejouer. Et il a effectivement rejoué. Mais je pense que voilà, ça fait partie du jeu. Quand tu lances des jeunes, il faut accepter les erreurs. Bah, sinon, tu les lances jamais. Ça peut te coûter des points aussi. Mais après, tout dépend du projet que tu as dans le club. Moi, on m'a demandé de créer les conditions pour que plus de jeunes rentrent chez nous. C'est ce qu'on fait. Peut-être qu'il y aura une période où, voilà, peut-être qu'on y est aujourd'hui, mais je pense que demain ou après-demain, on va se stabiliser et qu'on va être très performant. Est-ce qu'on craint parfois de remplacer un ancien justement par un jeune? Ouais, ça peut piquer un peu chez les plus anciens, mais c'est la suite logique, c'est normal. Ouais, bah ça fait partie du jeu aussi, c'est à chacun d'être engagé. Ce qu'on attend des jeunes, on l'attend de joueurs plus confirmés. Et quand un jeune joueur fait beaucoup d'efforts un joueur offensif pour faire des appels de balles, pour prendre la profondeur, pour créer des espaces, ouvrir des espaces pour ses partenaires, qui en plus, ce même jeune fait beaucoup d'efforts sur le plan défensif pour aider l'équipe à récupérer le ballon, parce que c'est toujours ça, on aide l'équipe à récupérer le ballon, on aide ses partenaires. Quand un jeune fait ça, ça veut dire qu'autour, les joueurs plus expérimentés, il faut aussi qu'ils se mettent à ce niveau-là, et c'est pas toujours le cas, donc des fois, ça peut un peu piquer, et puis je dis souvent que la nature régule, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, quand un jeune doit jouer, il joue. OK. Et là, après plusieurs matchs justement en Suisse, Servette, c'est votre première expérience, à Oui, l'étranger? oui. OK, OK. Qu'est-ce qui diffère un petit peu entre, la Suisse et la France? Moi, on m'a beaucoup parlé des qualités, athlétiques surtout. Vous, c'est quoi qui vous a marqué un petit peu en arrivant en Suisse? C'est un jeu un peu différent. On a, euh, on a en Super League 8 équipes de la Suisse alémanique. Euh, et puis 4 équipes qui sont un peu plus latins. 4 clubs qui sont un peu plus latins. Et on a, je trouve, pour moi qui ai observé beaucoup le foot allemand la saison dernière, je passais beaucoup de temps en Allemagne à aller voir des matchs de toutes les divisions. En quatrième division, en troisième division, en deuxième, en première. Ce qui m'avait marqué, c'est que c'est ce que je retrouve un peu ici dans le championnat. C'est des équipes qui veulent beaucoup presser. Euh, Parfois pas toujours à bon escient, parce que ça ouvre beaucoup d'espace pour l'adversaire. Mais ça explique aussi, je pense, deux choses. Un football très vivant. Je trouve que le football suisse est très vivant. Les matchs sont très disputés. Les équipes sont assez proches les unes des autres. Il n'y a pas de gros écarts entre
le premier et le dernier, je trouve que le niveau est assez homogène. Puis le deuxième point, c'est que, comme en Allemagne, il y a beaucoup de buts, il y a des scores très larges, mais parce que c'est très ouvert. Euh, voilà, donc c'est un jeu qui est un peu différent dans la mentalité. Chez nous, c'est un peu plus tactique, un peu plus posé, avec un peu moins de pressing très haut. Il y en a. Il peut y en avoir d'un match à l'autre. Ça dépend toujours du rapport de force, mais je trouve que d'une manière générale, ici, c'est quand même assez poussé. Euh, voilà. Et la mentalité est un petit peu différente. Les publics sont aussi, ça pousse beaucoup. Je trouve ça bien. Je suis content de découvrir une autre culture du foot, une autre mentalité, de nouveaux stades aussi, de nouveaux joueurs. Je suis vraiment très content du choix que j'ai fait de rejoindre Servette parce que c'est quelque chose de nouveau. Ça faisait longtemps que je voulais vivre une expérience à l'étranger et de la vivre ici, j'en suis vraiment très heureux. Super, super. Est-ce qu'il faut forcément, parce que j'entends beaucoup moi ce débat sur les réseaux, est-ce qu'il faut forcément avoir été joueur professionnel pour pouvoir être coach au plus haut niveau? Vous en pensez quoi de ça? Non, il y a plein de contre-exemples. Simplement, quand on a été joueur de haut niveau, on a le vécu. Et on a le vécu, on sait comment fonctionne un vestiaire, on connaît la psychologie d'un joueur. Et quand tu n'as pas connu ça, tu peux aussi, parce que tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup observé, tu as beaucoup testé, et tu peux être compétent. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. La seule chose, c'est que le fait de l'avoir vécu comme joueur te fait gagner un peu de temps. Si tu ne l'as pas vécu, tu vas mettre peut-être un peu plus de temps à comprendre un peu tout ça. C'est fondamental pour moi, pour un entraîneur, de comprendre quelle est la psychologie du joueur en fonction de la situation. Moi, dans ma carrière de joueur, j'ai à peu près tout connu d'émotions et de ressentis psychologiques. Du succès, des échecs, des périodes très difficiles, une blessure, du chômage, euh, jouer à très haut niveau, jouer à petit niveau, être adulé par son public, être un peu paria dans son propre stade aussi. J'ai vécu un peu tout ça, donc euh, je comprends assez vite ce qui se joue dans la tête d'un joueur à un instant T, et ça s'apprend pas, ou ça s'apprend avec le temps, si on ne l'a pas vécu. Ça me fait gagner du temps, moi, dans ma gestion du groupe. Ok. Et qu'est-ce qui a changé, vous pensez, entre vos débuts justement d'entraîneur et aujourd'hui en 2025? Est-ce qu'il y a eu un petit peu un changement, un peu, je dirais pas violent, mais un gros changement sur le métier d'entraîneur ou bien? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui ont changé avec les années. Euh, Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc, la communication, elle a pris en tout cas, plus que la communication, la circulation des infos a pris une tournure mondiale, et dans la seconde. Tu dis un truc, dans la seconde, à l'autre bout de la planète, quelqu'un peut être au courant. Donc, ça a changé parce que dans le travail, nous, on fait un métier très public. Tout ce qu'on peut faire, mettre en place des stratégies, tout est très vite sur la place publique. Tout est disséqué, décortiqué. Donc ça, il faut l'intégrer. On est obligé de tenir compte de ça. Euh, Par exemple, ne serait-ce que dans une préparation de match, pour pas que, si tu mets une stratégie en place, bah, c'est plutôt pour que ça se sache pas trop. Sinon, il n'y a pas d'effet de surprise. Voilà, c'est un exemple. Et puis le deuxième élément, c'est que on est un peu dans la culture du tout de suite quand même maintenant. On peut tout obtenir tout de suite, très vite, avec un simple smartphone. Et donc, c'est des habitudes de vie que tout le monde a prises, moi compris. On peut très très vite avoir un billet de train dans l'instant, commander un plat, prendre un rendez-vous, acheter des choses. On l'a tout de suite maintenant, mais je trouve ça très bien. Sauf qu'après, dans les mentalités, nous, le temps sportif, l'aléa sportif fait que les choses, elles se passent, elles s'ancrent dans le temps, dans notre travail. Or, aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un entraîneur, et c'est un peu partout, dans tous les championnats et dans tous les pays, est de plus en plus réduite, et de plus en plus courte.
Et donc il y a un décalage il y a un paradoxe dans le fait de ne pas beaucoup laisser de temps à des entraîneurs d'ancrer ses idées, ses convictions, ses habitudes de jeu. Et ça se fait dans le temps, en ayant du vécu avec les joueurs, en vivant des expériences positives et négatives c'est ça qui fait le ciment d'un vestiaire et d'une équipe. Et donc, c'est dans le temps que ça s'ancre. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que vous faites 4-5 résultats de travers, vous êtes sur la sellette, et c'est un peu partout pareil. Et puis surtout, le deuxième élément qui est aussi lié, c'est que gagner ne suffit plus. Aujourd'hui, je pense qu'il faut gagner avec la manière. Alors, je trouve ça très bien, mais on est de moins en moins protégé par des bons résultats qui vont plus ou moins plaire par ailleurs. Et comment on gère justement cette pression un petit peu liée aux résultats après 4-5 matchs, négatifs, 4-5 résultats négatifs? Comment on se sent en tant que coach? Est-ce qu'on se dit: «Bah, ça va bientôt se finir», mais est-ce qu'on se dit: «Il va falloir continuer à bosser encore et encore»? Comment on se C'est sent? un peu tout ça. On sait comment ça se passe. Après, il faut rester focalisé sur son groupe, sur les enjeux du match qui arrive. Parce que dans des semaines d'entraînement, on fait 2 choses. D'abord, on travaille les fondamentaux de l'équipe, défensif, offensif. On a le ballon, on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, ça doit coller avec le match qui arrive et les orientations que l'on apporte aux séances, des tendances qu'on met dans les séances, qui vont se rapprocher de ce qu'on va connaître le week-end qui arrive. Aujourd'hui, le style de jeu de Toon ou le style de jeu d'IB, c'est pas les mêmes. Donc, on prépare des séances où on travaille notre jeu, mais avec la spécificité de l'adversaire pour ce week-end. Euh, voilà, et donc ça change d'une semaine à l'autre, et on est toujours à marier nos fondamentaux avec la réalité de la compète, c'est-à-dire le match qui arrive, le rapport de force, et ce qu'on va réussir à mettre en place pour piéger l'adversaire et pas se faire prendre sur ses points forts, par exemple. Et en parlant de séance justement, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement de Jocelyn Gourvenec? On a, on a en début de semaine 1 ou 2 séances par jour. On s'est réunis avec le staff après le match qui vient de se passer. On a un match à préparer. On va à la fois mettre en place des entraînements pour gérer la charge de travail de l'équipe, mais aussi la charge individuelle des joueurs. Il y a des joueurs qui jouent beaucoup et des joueurs qui jouent moins. On fait des compléments parfois pour compenser le manque de temps de jeu à un certain moment. Et puis, on va orienter grâce à un travail vidéo qu'on fait avec le staff. Moi, je regarde l'équipe, l'adversaire de mon côté. Notre analyste, lui, il a déjà préparé l'adversaire, il a séquencé, il ressort des images qui nous montrent au staff technique, voilà, comment ils s'organisent quand ils ont le ballon, quelle est leur animation défensive. Et nous, on visionne ça ensemble et on sélectionne les séquences pour montrer aux joueurs l'essentiel de l'adversaire, de ce qui nous attend. Et puis, parallèlement à ça, on s'occupe de notre jeu et des options que l'on va prendre. Alors, on est toujours, d'une semaine à l'autre, obligé de jouer sur le nombre, parce qu'il y a des semaines où on a beaucoup de monde disponible, et puis des semaines où on a des joueurs qui sont ou blessés ou en réathlétisation. Et donc, quand on veut, je ne sais pas, par exemple, 21 joueurs pour faire 3 équipes de 7 et qu'on n'en a que 18, on fait venir 3 jeunes. Et on essaie de varier de voir différents jeunes au fur et à mesure. Quand on est au complet, qu'on est 24-25, c'est plus difficile de faire monter les jeunes. Et puis quand les jeunes montent, on a maintenant 4-5 jeunes qui sont tout le temps avec nous. Et donc, voilà, et on fait notre semaine avec un début de semaine où on est en reprise, puis on va être plutôt sur à J-4 et J-3 sur des 2 journées pic sur la charge de travail, avec notamment J-3 plutôt des grands espaces, avec des efforts plus longs, plus intenses, qui se rapprochent du match. Et puis à J-2, J-1, on allège la charge et on est sur du travail spécifique. Veille de match, plutôt sur la préparation du match, les aspects tactiques du match, les coups de pied arrêtés. Et on est très performant cette saison Servette là-dessus, et je m'en félicite. Parce que Bojan Dimic fait un gros travail là-dessus avec Dani Blanco, notre entraîneur des gardiens. Et ça, c'est quelque chose qui
qui est super parce que c'est concrètement du travail que l'on fait et qui marche bien en match. Voilà et donc c'est un peu tout ça, une semaine de travail. C'est facile à déléguer justement quand on a un staff ou bien quand on est coach principal, on se dit, «Moi je veux tout gérer» ou bien comment c'est chez C'est un travail de manager, c'est-à-dire que comme un manager dans une entreprise, on travaille avec un staff, chaque membre du staff est un spécialiste de son domaine. Les adjoints techniques sont des spécialistes de l'entraînement, l'entraîneur des gardiens est un spécialiste du travail des gardiens, à la perf, les prépas, ils sont spécialistes, des données, de la charge de travail, du travail en salle, de prévention, de renforcement. Hem, voilà, bon, les physios sont, des spécialistes, on a le doc qui vient aussi nous voir et donc chacun est compétent dans son domaine. Mon travail, c'est de fixer un cap et puis de donner, en tout cas c'est mon choix, de donner beaucoup de responsabilités à chacun, donner beaucoup de place à chacun pour pouvoir s'exprimer et puis, vivre notre vie de staff, en sachant que moi j'écoute tout le monde, je me fais une synthèse et ça m'aide à mieux réfléchir, mieux décider. Parce qu'il y a on est entraîneur, on a des choix à faire en permanence et pas seulement sur les choix de joueurs, dans tout, sur la semaine d'entraînement, sur la charge de travail, voilà, on a des choix à faire en permanence et donc ça a toujours été un choix de ma part de vraiment de responsabiliser les gens de mon staff parce que je considère que c'est quand on se sent responsabilisé qu'on donne le meilleur de soi-même et je fais avec les autres ce que j'aime qu'on fasse avec moi, c'est-à-dire qu'on me fasse confiance, qu'on me responsabilise, voilà et c'est mon travail que d'organiser un peu tout ça dans le staff. OK, super, super. Et du coup, vous qui avez coaché en Ligue des Champions, en Ligue 1, vous avez vu beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs. Quelle est pour vous la plus grosse erreur que font les jeunes joueurs et qui freinent vraiment leur progression? Bah, certainement de croire que c'est arrivé vite, quand on commence à démarrer, quand on commence à jouer pardon en début de carrière, c'est que le début, c'est qu'un début, c'est super mais c'est qu'un début et c'est long une carrière, c'est à la fois long et court moi j'ai démarré à 16 ans, j'ai fini à 34 ans, j'ai joué 18 ans. C'est long 18 ans mais en même temps quand je regarde, dans le rétro, c'est passé à une vitesse dingue et j'ai l'impression que c'était hier mes débuts et donc faut profiter de ça, mais il faut aussi se dire que le métier de footballeur, c'est un métier très dur, c'est un métier très exigeant. On est parfois raillé quand on est footballeur parce qu'il y a les salaires, parce que OK, mais c'est un métier très dur, c'est une remise en question permanente, il y a beaucoup de concurrence. Heu, on passe à côté de plein de choses parce que, bah, tout simplement, il y a p tu es dans ton métier, tu dois sans arrêt récupérer, te reposer, prendre soin de ton corps, prendre soin de ta tête, mettre beaucoup d'engagement dans tes entraînements, pour, gagner ta place. Quand tu as ta place, faut la garder ta place. Faut jouer des coudes, faut être, et c'est un métier de sportif de haut niveau, pas que évidemment que tous les judokas, les cyclistes, c'est des métiers très difficiles. Le sport de haut niveau, c'est un métier très difficile et donc quand on est un jeune joueur, il faut avoir ça à l'esprit. C'est de l'exigence, c'est de l'investissement, c'est du sérieux. Je le dis souvent aux jeunes joueurs aussi, tu es jeune, il y a des moments pour s'amuser. Si tu t'amuses pas à 18 ans, si tu sors pas avec tes copains de temps en temps, tu le feras jamais. Il faut t'amuser. Tu as 18 ans, tu as 19 ans, il faut t'amuser. Simplement, il faut que tu saches quand je peux m'amuser, quand je peux pas m'amuser. Une fois que le joueur a compris ça, voilà, je pense que c'est gagné. Super. Et chez les jeunes coachs, la plus grosse erreur? Un peu pareil de Un peu croire que c'est pareil, OK. arrivé. C'est un métier tellement difficile, Mmh. enfin, entraîneur, moi j'adore, c'est super, mais c'est aussi très exigeant. T'as pas beaucoup de temps pour faire autre chose à côté. Il faut se ménager du temps quand même, ce que j'arrivais pas trop à faire dans tout le début de ma carrière, j'arrive mieux maintenant. Prendre soin de soi parce que si on veut donner de l'énergie à un groupe, faut d'abord s'occuper de soi. Si tu es stressé, fatigué, tu peux pas donner d'énergie à ton groupe et c'est l'entraîneur et son staff qui donnent de l'énergie au groupe. Il faut vraiment mais c'est vraiment un gros travail d'emmener un groupe sur de la compète et donc il faut s'occuper de soi. Après, moi, je pense qu'il faut, quand on est en début de carrière, il faut avoir. C'est un métier d'humilité aussi, coach. On peut gagner des matchs, gagner des titres, mais si tu crois que tu es sur le devant de la scène et que c'est normal, non,
c'est une remise en question permanente. C'est toujours une question de contexte. Ta méthode, elle va marcher dans un club et un peu moins dans un autre. Et puis c'est des cycles. Les clubs ont des cycles. Toi, tu peux être dans un bon cycle et j'ai connu les deux, être dans un bon cycle et dans un cycle difficile. À Bordeaux, je suis arrivé à la fin de ce qui marchait encore correctement. On a fini européen, etc. Mais dans la foulée, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, il y a des cycles aussi dans les clubs. Et il faut savoir que l'entraîneur est un rouage important du club. Il faut l'avoir en tête. C'est un élément d'un travail d'équipe, de club. Un entraîneur ne fait rien tout seul. Il a besoin d'un staff, il a besoin de dirigeants, il a besoin de recruteurs. Il a besoin de gens compétents à l'académie, qui amènent des jeunes, comme c'est le cas ici à Servette, et j'en suis très heureux. On a vraiment de très bons jeunes. C'est tout ça, et c'est vraiment un métier d'humilité, coach. Si tu ne le comprends pas, c'est difficile. Super, super. Il nous reste quelques minutes. On passe à la dernière section. Questions courtes, réponses assez courtes. Et puis je vous laisserai à la fin le mot de la fin. On est bon comme ça? Très bien. Super. Le meilleur joueur que vous ayez coaché? Renato Sanchez? Le joueur le plus talentueux que vous avez affronté en tant qu'entraîneur? Neymar? Messi? Au PSG? Ok. Et en tant que joueur? J'ai joué avec et contre Zizou. Zizou, ok. J'ai joué avec Zizou en équipe de France Espoir et contre Zizou en Ligue 1 avant qu'il parte en Italie. C'était fantastique. Le joueur que vous auriez rêvé de coacher? Ibrahimovic? Pourquoi Ibrahimovic? C'est un vrai pro, c'est un compétiteur, c'est un joueur magnifique. Il m'a toujours impressionné à Paris. Il m'a beaucoup marqué. J'ai fait beaucoup de matchs avec Guingamp et Bordeaux contre lui. Donc c'est pour ça aussi qu'il m'a certainement marqué, mais Ibrahimovic. Le match le plus fort émotionnellement de votre carrière? Coach, joueur, peu importe. Ah, la finale de Coupe de France avec Guingamp contre Rennes. Voilà, où notre plan s'est déroulé à merveille presque de A à Z pour gagner un titre. Super. Avant-dernière question, un coach qui vous inspire encore aujourd'hui? Ancelotti, à la fois par sa connaissance du très haut niveau, son palmarès et puis sa capacité à très très bien gérer humainement ses joueurs. Super. Et dernière question, et on finira sur ça. Le meilleur conseil qu'on vous ait donné dans votre carrière? Sois toi-même. Magnifique. On termine sur ça. Tout bon. Super. Merci.